C'est avec plaisir que nous vous accueillons dans notre émission Fausse L'amour, une émission remplie d'amour, de partage, de bienveillance. Précieux, il est en son sein, s'ouvrant lentement à la vie, fruit inestimable et divin, cadeau du ciel qui lui sourit. Adam cocon, plongé dans l'amour, balancé et puis battementier, mois après mois, tous les jours, la vie qu'a construit d'Ibonnet. Jusqu'à l'instant de délivrance, il arrive en poussant un cri, un dernier effort, sa naissance. Voilà enfin l'enfant chéri. Coy tout petit, il tout fléguédé, il qu'a tremblé. Bonjour belle petit bébé. Blotti dans bras maman, il qu'a prend premier tété. Maman l'amour, maman tendresse, maman caresse, maman patience, maman joue, maman toujours. Aujourd'hui, nous parlons du postpartum. L'arrivée d'un bébé est un grand bouleversement dans la vie des parents, que ce soit pour la maman ou pour le papa. Parfois, les émotions négatives prennent le dessus, que ce soit l'anxiété, la déprime, la tristesse, la culpabilité. Il est important de mieux connaître les différentes étapes qui jalonnent cette vie. Aujourd'hui, je suis accompagnée de mamans, mais pas que. Ce sont aussi des professionnels de santé qui jalonnent la vie de la maman. Donc, nous avons avec nous Georgina. Bonjour. Merci de ta présence. Merci de m'avoir invitée. Un vrai plaisir. Donc, Georgina, tu es sage-femme? Tout à fait. Je suis sage-femme libérale. Merci. Et on a aussi Georgia. Oui. Georgia qui est maman, mais qui est aussi Infirmière puéricultrice. bienvenue à toi. Merci. Et pour m'accompagner tout au long de l'émission, j'ai avec moi Priscilla. Merci de ta présence. Dans la vie d'une maman, on parle de l'instinct maternel. Mais qu'en est-il réellement? On va en savoir plus avec nos intervenantes. Qu'est-ce que l'instinct maternel? Souvent dans mon entourage, j'entends « tu n'as pas l'instinct maternel » ou « elle n'avait pas l'instinct maternel ». Mais qu'en pensez-vous réellement? Priscilla, est-ce que tu as une définition à nous donner? Alors oui, j'ai pu retrouver l'explication, je dirais, d'une sage-femme, Anaura, qui va venir d'abord définir l'instinct du dictionnaire Larousse, donc qui est défini comme une impulsion innée, automatique et invariable qui régit le comportement de tous les individus d'une même espèce. Pour elle, il n'y a donc pas d'instinct maternel. Alors, il y en a-t-il un ou pas? On va en discuter tout au long de notre moment. Mais elle explique que concernant l'instinct maternel, si on avait demandé leur avis aux sages-femmes, ils auraient été assez catégoriques, car le moment de la naissance est différent pour chaque maman. La rencontre entre la mère et l'enfant va varier des réactions d'une maman à l'autre. Elles peuvent rigoler, être en pleurs face à leur bébé. Et c'est par cela qu'elles expliquent que ce n'est pas spécialement quelque chose d'instinctif. Elle va par contre parler de l'instinct du petit, qui serait du coup l'idée d'une petite être qui naît, qui a une réaction qui est assez invariable. Et pour le coup, il va capter le regard de son père, de sa mère, et les regarder profondément. C'est cette réaction du petit qui va déclencher un aimant d'amour chez les deux parents. Qu'en penses-tu, Georgina? Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit. En effet, il n'y a pas vraiment d'instinct maternel, sinon on n'aurait pas rencontré toutes ces mamans qui peuvent avoir du coup de la culpabilité, parce que c'est pas toutes les mamans qui, dès qu'elles voient bébé, elles sont remplies d'amour. Non, des fois ça prend un petit peu de temps. Il y a aussi, s'il y avait vraiment un instinct, quand on aurait eu bébé dans nos mains, on aurait su savoir exactement ce qu'il faut faire. On aurait pu être des mamans parfaites et idéales, et pourtant ce n'est pas le cas, donc ce qui prouve que nous n'avons pas d'instinct. En revanche, du moins j'expliquerai ça comme ça, pour moi l'instinct ce serait plutôt la capacité qu'une mère aura à savoir ce qu'il faut faire pour son bébé, et pour ça il faut qu'elle se fasse confiance, qu'elle s'écoute et qu'elle fasse abstraction de tous les messages, tout ce qu'elle pourrait recevoir de l'extérieur. Voilà. Et du coup, pour rebondir par rapport à l'instinct maternel, moi, ce que je me dis souvent, c'est que Dieu fait tellement bien les choses qu'en fait, il nous a laissé 9 mois pour pouvoir se préparer
plus ou moins comme on peut avec ce qu'on a pour pouvoir accueillir cet enfant, en sachant que la grossesse remet beaucoup d'événements sur nous, c'est-à-dire qui on était en tant qu'enfant, comment on a vécu notre enfance, comment on a vécu notre adolescence, comment on a vécu notre début de vie de femme. Et du coup, maintenant, se préparer pendant 9 mois. Et s'il y a 9 mois, c'est parce qu'il sait pourquoi, pour qu'on puisse à la fin pouvoir accepter ce petit être, en fait, dans de bonnes conditions, bien qu'on verra que quelquefois, on aura beau faire les choses, mais notre passé définira, on va dire, l'arrivée de ce bébé. Oui, en effet. Alors, je rebondis sur ce que tu dis et je vous invite à visionner ce témoignage d'une jeune maman, donc qui reprend un petit peu tout ce que tu as partagé avec nous. Donc, écoutons Naomi. Alors Naomi, merci d'être présente avec nous aujourd'hui. Tu es la jeune maman d'une petite fille de 4 mois et demi. C'est ça. Ces premiers jours, ces premiers mois, on va pouvoir en parler aujourd'hui, savoir comment ça s'est passé pour toi, ton histoire, ton vécu, ton ressenti. On va commencer par le début. D'accord. De ta grossesse, parle-moi un peu de cette partie. Alors, la grossesse a été déjà une très grande surprise. Bon, c'est pour une autre émission. Notre fille relève vraiment du miracle de Dieu. Mais je laisse ça pour une émission avec mon mari et moi. Mais la grossesse, dans l'ensemble, s'est bien passée. Le premier trimestre a été un peu compliqué, vomissement, perte de poids et tout. Mais par la suite, bon voilà, dans l'ensemble, grâce à Dieu, bien, une bonne grossesse. Bien soutenue, bien entourée. Ce qui est très important, d'être bien entourée. Vraiment, mon terme était prévu pour mi-février, presque la fin février. J'ai accouché le 11 février 2023. Une surprise, parce qu'on ne s'attendait pas à ce que j'accouche finalement aussi tôt, entre guillemets. Bon, elle était quand même à terme, entre guillemets, mais voilà. Donc je suis arrivée à la maternité le jeudi. Le jeudi, et c'est le sabbat matin, 1h15, que notre petite Kira est sortie. C'était... Jusqu'au bout, on est vraiment dans l'œuvre de Dieu, là. Oui. Vraiment, le Seigneur avait tout prévu, tout mis en place pour nous. Et on lui a fait confiance jusqu'au bout. Parce qu'on dit, c'est ton enfant, parce que c'est grâce à lui qu'on a pu avoir la petite Kira. Donc, il a vraiment tout pris en main. Tout pris en main. Gloire à Dieu. Et du coup, on a parlé de l'arrivée à la maternité. Comment s'est passé ton accouchement? D'accord. Alors, l'accouchement en lui-même a été... Je veux dire que c'est un événement. c'est un événement. Alors, le jeudi, quand je suis arrivée, mes contractions ont cessé. Je ne saurais expliquer pourquoi. Mais en tout cas, j'ai passé ce jour-là vraiment dans la louange, dans la prière, à chanter, à danser dans ma chambre. Bon, on va essayer de faire le travail, arriver. Le vendredi, j'ai dû être déclenchée. D'accord. Voilà. Donc, c'est là que les douleurs ont commencé. Donc, c'était la partie... difficile du moment. Oui, quand même. Pauvre mon mari qui me regardait en mais... impuissant. Voilà, il se dit, mais qu'est-ce que je fais pour ma femme qui va pas bien? Je dis, Doudou, t'inquiète, ça va aller. C'est vrai que c'est pas toujours facile pour eux de nous voir souffrir et de rien pouvoir faire. C'est ça. Mais ce qui m'a aidée, c'était la respiration. Je dis, bon, allez, Seigneur, elle vient, elle va venir. Bon, on pensait qu'elle venait le même jour, mais elle est arrivée le lendemain, mais un beau cadeau du sabbat. Donc j'ai eu une péridurale qui m'a beaucoup aidée, mais finalement il a fonctionné qu'un de seul côté, donc c'était assez intéressant comme sensation, parce que j'avais un côté qui était complètement anesthésié, et l'autre côté qui ressentait tout, mais x10. D'accord. Voilà, mais je dirais pas que c'était le plus dur. C'était pas le plus dur. Après, certes, en termes de douleurs, bon, ce sont des douleurs qu'on connaît pas avant. C'est vraiment du nouveau. Mais quand elle est sortie, vraiment... Et on me l'avait dit, qu'une fois que ton bébé sortira, tu oublieras ces douleurs. Et c'est vrai. Vraiment, c'est vrai. Parce que quand tu tiens ton bébé, on a prié ensemble, je dis merci Seigneur, et là tu sens ton bébé qui est en train de respirer. Tout chaud en plus. Donc c'est une émotion qui est juste incomparable, vraiment incomparable. Après c'est vrai qu'au début elle a eu quelques petites difficultés respiratoires, donc on l'a vite prise en charge. On a eu le temps de... Moi j'ai eu le temps de faire le pot à pot, elle n'a pas eu le temps de faire avec son papa parce qu'il fallait qu'on la prenne en charge. Mais
le Seigneur a vraiment tout géré. Donc, et ma maman était présente, comme elle est aussi du milieu, donc elle a pu surtout rassurer mon époux, mais qui ne comprenait pas. Et moi, j'étais un petit peu toujours dans l'euphorie du moment, donc je ne réalisais pas trop ce qui se passait. Donc, elle était là pour nous rassurer, donc ça, c'était bien. Ok, tant mieux. Donc effectivement, on a eu pendant la grossesse une période pendant laquelle tu as été très entourée, Oui. l'accouchement également. Oui. Et tes premiers jours après cet accouchement, ces premiers jours de vie avec ton bébé, comment ça s'est déroulé? Alors, c'est là que, je dirais, a été une partie qui était plus compliquée pour moi. Parce que je ne m'attendais pas à la chute d'hormones. C'est vrai que ça m'a fait un coup. Ça m'a fait un coup. Et oui, j'ai subi le baby blues. Parce que c'est vrai que pendant la préparation à la grossesse, à l'accouchement et tout, on s'était renseigné sur comment prendre soin d'une femme enceinte, de prendre soin d'un bébé. Mais la partie comment prendre soin de soi, elle était complètement omise. Et j'ai été face à des émotions que je ne comprenais pas. Je dis, mais qu'est-ce qui m'arrive que je suis autant à fleur de peau? Et en même temps, notre fille a eu la jaunisse, donc elle était sous lampe UV, avec son petit masque de Superwoman. Et il faut le voir comme ça, c'est vrai que c'est pas simple. Je l'ai vécu aussi et c'est compliqué. Oui, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Et en même temps, le début de l'allaitement aussi n'était pas évident. Était loin d'être évident. Ma petite perdait du poids. Donc il y a tout ça qui rentre en jeu. Tu as l'impression d'être finalement incapable. Je me culpabilisais énormément. Je dis, mais attends, mais j'arrive pas à nourrir ma fille. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je dis, Seigneur, il faudra que j'ai prié. Je tiens à l'allaitement parce que je sais que c'est ce qui est le meilleur pour ma fille. S'il te plaît, fais que ça fonctionne. Je veux pas lui donner de l'artificiel. C'était ma prière. Je dis, mais Seigneur, s'il te plaît, fais quelque chose. C'est vrai que ça a été compliqué. Elle a dû quand même avoir un supplément à la maternité. Donc, voilà. Mais après, l'équipe qui m'a entourée était vraiment très bienveillante et vraiment formidable. À l'écoute et a su réagir. Donc, ils ont pu me donner les outils nécessaires pour qu'on ne nous maintienne pas à la maternité plus longtemps. Parce que c'était ça un petit peu l'enjeu. Que si elle continue à perdre du poids, je n'aurais pas pu partir. Donc on a beaucoup prié la veille du départ prévu. Il faut savoir que mon mari reste avec moi tout le long. Hein. J'ai dit, tu restes là. Vraiment, il est resté avec moi tout le long. Il a dormi à la maternité. Et donc la veille du départ, donc on m'a donné de quoi permettre à mon enfant de prendre du poids. Voilà, tout. Elle a pu mieux téter, donc c'était bien, merci Seigneur. Et donc le lendemain, quand on l'a pesée, elle avait pris suffisamment de poids pour qu'on soit déchargé. Je dis Seigneur, merci, merci. Donc, ça c'était les débuts. Mais c'est vrai que les premiers jours à la maternité, j'étais vraiment à fleur de peau, en sanglots quasi toutes les nuits. Mais j'avais quand même cette assurance que le Seigneur, je savais que le Seigneur gérait. Mais c'est juste que voilà. C'est quelque chose à laquelle tu ne t'attendais pas, parce qu'effectivement on parle beaucoup du suivi pendant la grossesse, comment s'occuper d'une femme enceinte, comme tu l'as dit, mais la femme qui devient mère à l'instant T, on ne s'en occupe quasiment plus. Voilà. Donc c'est vrai qu'on passe vraiment en arrière-plan. Et du coup, suite à ce séjour en maternité, vous êtes rentrée à la maison. De ce moment-là jusqu'à aujourd'hui, comment ça se passe avec Kira? Alors, on a une petite princesse qui est vraiment calme, paisible, grâce à Dieu. Après, le Seigneur fait bien les choses, parce que je suis quelqu'un de stressé de nature, vraiment stressé de nature. Et c'est toujours ma mère qui me disait, mais l'enfant est bien, elle va bien. Souvent, j'appelais maman, je dis, maman, j'ai l'impression qu'elle respire bizarrement. Est-ce que tu peux venir vérifier, s'il te plaît? Elle me dit, non, elle va bien. Je dis, d'accord. Je dis, maman. Donc, c'est surtout moi qui me faisais beaucoup de soucis pour ma petite, mais grâce à Dieu, elle s'est... Oui, en sortant de la maternité, elle n'a pas eu de problème. Et j'ai pu entamer un allaitement qui lui permettait de prendre du poids, grâce à Dieu.
Donc les premières semaines, pour elle, se sont bien passées. Son adaptation à la maison s'est bien passée. Elle s'est sentie tout de suite bien. Elle n'a pas eu on va dire de crise en mode « Oula, je sors d'un endroit pour aller vers un autre. Où suis-je » Ouais, j'ai senti quand même que ma petite était apaisée. Voilà. Après, bon, c'est juste moi qui étais... Un petit peu stressée. Oui. Mais du coup, on a beaucoup parlé de Kira, comme tu m'as dit. Elle, ça s'est bien passé, mais toi, dans quel état d'esprit tu étais? Alors, quand je suis sortie de la maternité, je suis passée par une phase où, disons que je ne voulais pas sortir de chez moi, je ne voulais recevoir quiconque. À un moment donné, je passais mon temps sur le même canapé avec ma fille en main. Laissez-moi là, s'il vous plaît, j'essaie de gérer, laissez-moi, s'il vous plaît. Après, bon, je remercie la famille élargie qui a su me donner le temps. Ce qui est assez important parce qu'effectivement, souvent, l'entourage a besoin et envie de toujours venir rendre visite, etc. Oui, c'est ça. Mais les jeunes parents ont surtout besoin de faire connaissance avec leur enfant et avec cette nouvelle vie. C'est pour ça que les visites inopinées sont des fois assez stressantes pour une nouvelle maman. On se dit, oula, mais je gère pas encore la situation, qu'est-ce qui se passe? Surtout que je suis quelqu'un qui aime que les choses soient vraiment en ordre. Surtout quand je reçois, je veux que la personne soit bien reçue. Donc, bon, voilà. Mais ce qui m'a beaucoup aidée durant cette phase de baby blues, c'était cette communication que j'ai eue avec une bonne amie que j'ai en France qui a accouché une semaine après moi. Donc on était tous les jours en communication parce qu'on vivait quasi la même chose. Donc dès que ça n'allait pas bien, on s'envoyait un message. Donc ça nous aidait mutuellement, vraiment. Et si un jour elle regarde cette émission, vraiment, je te remercie, mais du fond du cœur. Et c'est vraiment quelque chose que je conseille à toutes les mamans. Si elles peuvent avoir quelqu'un qui vit la même chose en même temps, parce que c'est différent d'avoir une maman qui a déjà vécu fut un temps. Oui, parce que bon, les émotions sont quand même différentes. On est passé... On a passé ce stade où... C'est plus actuel, on n'a pas le ressenti de l'instant T. Voilà, et on prend plus de recul quand c'est déjà passé. Alors que quand tu vis la chose à l'instant T, disons qu'on comprend plus la maman qui vit ses émotions. Parce qu'elle n'a pas encore cette capacité de prendre le recul, se dire mais au final ça va. Oui. Donc des fois c'est bien d'avoir quelqu'un à côté ou au téléphone dit en effet, on se sent pas bien pour l'instant. Des fois, ça fait du bien de dire ben, je vais pas bien. Je vais pas bien. Mais après, oui, quand les mois. On redescend, on se dit non, mais en fait ça allait. Mais c'est vrai que sur le moment, il faut savoir accepter et comprendre, même l'entourage, comprendre qu'il y a des moments où ben, ça va pas. Voilà, et pas spécialement en faire toute une histoire, entre guillemets, mais savoir l'accepter, comprendre et être à l'écoute des mamans aussi. Parce que souvent, on est beaucoup à l'écoute des bébés, mais très peu à l'écoute des mamans. Donc voilà. Du coup, je pense qu'on a fait un petit peu le tour grossièrement de ton vécu en tant que jeune maman. Est-ce que tu aurais un conseil, au-delà de l'ami à contacter si possible, un conseil à donner aux mamans qui sont en plein dedans aujourd'hui? Très intéressant, effectivement. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller d'autre aux mamans qui vivent ça à l'instant T? Alors, un conseil que je peux donner et qui a vraiment fonctionné pour moi durant le travail, durant mon travail, c'est d'avoir cette sélection de chants de louange, de chants qui nous rapprochent vraiment de l'Éternel, qui nous permettent de ressentir sa présence, parce que quand on sent la douleur de l'enfantement, le pré-travail, le travail, on a besoin d'avoir ce réconfort. Et en fait, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée. Chanter, danser, certains chants de gospel, louer le Seigneur. Et il y a un chant en particulier que j'ai beaucoup affectionné durant cette période. C'est un chant de Patrick Bonhomme, « Je te donne ma vie ». Qui retrace un peu le sacrifice de Jésus pour nous, parce que je pensais à ma petite qui est un miracle de Dieu. Et en chantant « Je te donne ma vie », je disais vraiment au Seigneur, « Seigneur, je te donne toute ma vie ».
la vie de mon bébé en particulier, parce que c'est ton enfant. Vraiment, voilà, si je peux donner un conseil, ayez cette playlist de chants qui vous rapprochent de l'Éternel. Et aussi, un conseil qu'on m'avait donné qui est très utile, hein, écoutez-vous. C'est vrai que le Seigneur permet à des femmes de pouvoir accomplir ce miracle qu'est l'enfantement. Donc il faut savoir s'écouter parce qu'il nous donne les outils nécessaires pour pouvoir prendre soin de notre enfant. Donc souvent on sera submergé, mais c'est pas souvent. Les nouvelles mamans sont souvent très submergées de conseils qui viennent de toutes parts. Ce sont des conseils... Voilà. Il faut savoir faire des fois le tri. Demander à Dieu, ok, bon, parmi toute cette panoplie de conseils, lesquels je retiens, quels seront les plus appropriés pour mon enfant, mais en tout, en fait, consulter Dieu en premier, s'écouter et savoir que, au final, le Seigneur a toujours les meilleurs projets pour nous. Et c'est ce qui m'a réconfortée, qui m'a aidé à sortir aussi de ce baby blues, dire, ma fille est entre les mains de Dieu. Donc même si je ne suis pas encore au fait avec mes émotions, ça va mieux maintenant. Je vais bien, je vous rassure. Voilà. Mais il faut savoir que voilà, mon bébé est entre les mains de son Seigneur. Amen. Merci beaucoup Naomi pour ce témoignage, pour ce moment de partage. Merci de t'être ouverte sans tabou face à notre caméra. Et nous espérons très vite te revoir dans une autre émission peut-être. Pourquoi pas? Okay. En tout cas, c'était avec grand plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation. Avec plaisir. Je te donne ma vie, elle t'appartient Seigneur, tout ce que je suis est entre tes mains, tout ce que j'ai. Oui, tout ce que j'ai, ma joie et mes problèmes, je te donne ma vie aujourd'hui. Amen, merci beaucoup Naomi. Merci. Enfin, on l'a vu dans le témoignage de Naomi, il y a le passé, mais il y a aussi notre vision de maman. Parfois, elle l'a dit, c'est une maman qui est déjà stressée de nature, donc elle a tellement envie de bien faire les choses, de prévenir tout ce qui va se passer, donc elle s'est mis une grosse pression, donc ce qui a entraîné ce mal-être chez elle. Oui, et effectivement, elle nous a parlé surtout de cet aspect où elle a été très accompagnée pendant la grossesse, elle savait comment ça allait se passer, ce qu'il fallait faire, même comment s'occuper de son bébé, mais c'est vrai qu'elle, en tant que femme, au final, elle n'a pas eu les informations qu'il lui fallait, ce qui a mené du coup à ce qu'elle a appelé le baby blues. Mais Georgina, qu'est-ce que tu en penses par rapport à cette notion de baby blues? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors, le baby blues, on va donner une petite définition médicale. Alors, ce sera une émotion, on va se retrouver dans une situation où on sera submergé par les émotions dans les jours qui suivent l'accouchement. Ça peut durer chez certaines femmes quelques heures et puis d'autres, ça peut durer plusieurs jours. D'accord? Donc, vague d'émotions où on aura envie de pleurer, on va se sentir dépassé par les événements. Alors, certaines femmes, elles ont envie de pleurer parce qu'elles repensent à des choses tristes, mais d'autres fois, ça peut être des choses heureuses aussi. On voit bébé est trop beau, et on se met à pleurer. Ça, c'est ce qui se voit, surtout à la maternité, des fois. Quelqu'un est rentré dans la chambre, a dit, côté négatif, votre bébé a perdu du poids, madame. Là, stress, et on se met à pleurer. Donc, ça peut être les deux. Voilà. Donc, on a cette ambivalence, on peut pleurer de joie, de tristesse. Ça peut être des pleurs continus qu'on n'arrive pas à stopper. En fait, c'est plus fort que nous. Ça s'arrête, mais ça recommence et on peut passer du temps à pleurer. On se sent aussi... on a l'impression de ne pas avoir la capacité de s'occuper de bébé. On perd un peu... le fil. Et puis, on peut avoir chez certaines femmes, ça peut être aussi des sautes d'humeur, pas uniquement des pleurs, de l'irritabilité.
Donc, moi, ma petite astuce à ce moment-là, c'est normal, messieurs, si vous voyez que madame se met à pleurer comme ça, voilà, faut pas s'inquiéter. En tout cas, tant que ça dure quelques jours, quelques heures, ce n'est pas anormal, faut prendre son mal en patience, essayer d'aider maman, de la rassurer. La tendance, c'est d'être agacé, de vouloir la laisser et puis partir. Non, en fait, il faut plutôt rassurer, aider maman. Et puis aussi, aider dans le sens d'être une barrière protectrice, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que la femme, après l'accouchement, n'a plus de barrière psychique. Donc, des fois, on dit on a un fort caractère, on sait se défendre et tout ça. Mais après l'accouchement, tout ça part, en fait. On est démunis et on n'arrive plus à se protéger. Et tout ce qui viendra à nous, va nous atteindre. Hein. Donc du coup, le papa doit être un peu cette barrière et puis aider à raisonner. Donc la barrière dans le sens, des fois ça peut être un membre de la famille qui fait une mauvaise remarque en mode tu fais ça mal ou c'est pas comme ça tu dois tenir bébé ou alors on a l'impression que c'est anodin mais ça fait quelque chose à la maman et ça lui fait du mal en fait en quelque part. Donc le papa doit être là pour lui dire t'inquiète pas, elle saura faire et rassurer la maman sur ses capacités à savoir faire. Et puis même au monde de la famille, si vous écoutez l'émission et vous avez des mamans qui viennent d'accoucher, être prudent à ce que vous dites parce que toute parole peut être blessante à ce moment-là. Voilà. Donc, alors Georgia, après tout ce que Georgina nous a appris, notre sage-femme, hein, donc comment toi tu vois les choses, comment tu as vécu les choses, puisque tu es aussi maman. Exactement. Mais en fait, c'est vraiment le sentiment de se dire, je sais qui je suis, je sais ce que je vaux d'habitude, je sais comment je me contrôle d'habitude, mais que là, avec toutes les hormones, tout ce qui se passe, mais du coup, je ne peux pas gérer. Et comme je me rends compte que je ne peux pas gérer, je pleure. Tu pleures et en fait, tu ne sais pas pourquoi, tu sais que ce n'est pas une raison valable de pleurer, mais tu ne peux pas t'en empêcher en fait. Tu le vis encore plus mal parce que tu sais, entre guillemets, normalement comment tu es, que c'est une situation que normalement tu es forte, tu gères, mais là, même si tu veux gérer, ton mari va juste te dire, bon je pars, je vais au foot, tu le regardes et tu pleures. Voilà, parce que tu sais que du coup, que tu seras toute seule, tu vas gérer bébé toute seule et que voilà. C'est des petites situations comme ça qui sont pas évidentes mais qui passent. Dieu merci, au moins c'est temporaire des fois, en fonction des mamans. Dans les baby blues en tout cas, comme on verra, les baby blues c'est vraiment une chute. Il faut vraiment se dire que c'est normal, c'est bien quand ça se passe. Enfin c'est bien, c'est normal, ça se passe. Ça nous permet de relâcher tout le stress psychique et physique qu'on a vécu, les hormones et tout ça, et après on repart sur de bonnes bases. Après, malheureusement, comme on verra, il y a des fois où ça peut continuer, là ça devient un autre terme. D'accord. Donc je me permets de rebondir, parce qu'on vous entend parler depuis tout à l'heure, mais qu'est-ce qu'une sage-femme réellement? Et ensuite, Georgia, tu nous diras le rôle, les missions de la puère auprès de la maman. D'accord. Bon, tu nous en diras plus tout à l'heure. Alors, une sage-femme, c'est le professionnel de santé qui va encadrer la mère, la femme, alors, je parle dans le contexte de la grossesse, on va parler, parce qu'on a d'autres missions en dehors, mais qui va accompagner la patiente au cours de la grossesse, donc qui va faire le suivi de grossesse à proprement dit, donc les consultations médicales, etc., mais qui va faire aussi la partie non médicale, donc préparer la femme à l'accouchement par le biais de cours ou de formations sur la parentalité et va présenter aussi les étapes de l'accouchement et de la grossesse. De manière à ce que les mères sachent un peu, les parents même, puisque les papas sont les bienvenus et il faut qu'ils viennent en cours de préparation, de manière à ce qu'ils sachent à quoi s'attendre après l'accouchement. On suit aussi, alors il y a des sages-femmes à l'hôpital, donc mes collègues à l'hôpital qui font les accouchements, qui travaillent dans les services d'hospitalisation, de suite de couches après l'accouchement. Et puis la sage-femme va être présente à domicile, c'est mon cas, puisque je suis en libéral après l'accouchement. Donc on vient voir les patientes dans les jours qui suivent l'accouchement. C'est vrai qu'on fait surtout la surveillance de bébé, mais depuis septembre dernier, on a rajouté des consultations qui sont des consultations d'entretien. Donc on revoit les parents après l'accouchement, dans le mois qui suit, voire les 2 mois qui suivent l'accouchement, afin de discuter avec eux, voir de quoi ils ont besoin, permettre de réajuster aussi les choses, les conseiller, s'ils ont des difficultés, pouvoir les aider, en plus de la consultation postnatale classique.
Donc maintenant, on a remarqué que les mamans sont seules après l'accouchement. C'est ça. Donc on essaye de plus en plus de les encadrer après l'accouchement, de les conseiller. Voilà. D'accord, donc c'est une bonne chose, hein? Mais même si on n'est pas encore à ce stade-là, puisqu'on a vu hein, que les hormones bouleversent le fonctionnement de la maman, on peut prendre contact avec sa sage-femme pour lui dire, ben, je sais pas, je comprends pas, mais je pleure tout le temps. Alors, le but, c'est de choisir une sage-femme avec qui on est à l'aise, de manière à pouvoir se confier et pouvoir envoyer un petit message pour dire, bon, alors pas à 3h du matin, mais si, quoi que vous pouvez envoyer à 3h du matin, elle va vous répondre après. Mais l'idée, c'est de pouvoir se confier à son professionnel de santé de proximité et lui dire, ça ne va pas. Ouais, je vais pas bien, est-ce que c'est normal? Surtout, alors la première étape en général, c'est de s'adresser à quelqu'un qui est à côté. Donc le papa, lui dire, ben, je me sens pas bien, lui en parler. Mais c'est vrai que quand on a personne à qui se confier, il faut en parler au professionnel de santé. D'accord. Bien que le professionnel de santé finit par aborder le sujet, la sage-femme en tout cas, mais il faut en parler, c'est important. C'est ça. Et toi, Georgia? Ben moi, du coup, je suis infirmière et j'ai fait une spécialisation d'1 an pour être péricultrice. Donc, du coup, en fait, je suis infirmière spécialisée en fait, dans la prise en charge de l'enfant. Et donc, effectivement, nos missions sont très, très vastes, mais pour se recentrer sur le sujet, on a des péricultrices en maternité, en général, qui s'occupent du bébé, des premiers jours de vie, de l'allaitement, des conseils, surtout qu'on donne aux mamans. Et du côté maman, en fait, c'est vraiment tous les conseils qu'on peut apporter pour que maman puisse prendre en charge son bébé en sécurité, pour le retour à la maison, pour les bains, pour toutes les questions vraiment. Et on se soucie aussi du psychisme de maman, c'est-à-dire comment elle va, comment elle sent. On essaie de détecter si ça sera une maman qui aurait besoin peut-être d'un suivi à l'extérieur. On peut faire des relais avec la PMI pour ne pas qu'elle soit seule, qu'elle soit suivie, accompagnée. Quand on détecte que c'est une maman qui n'a pas forcément assez d'entourage ou qui est seule, ou s'il y a des signes qui nous indiquent que déjà, cette maman-là, elle n'est pas très bien, mais on fait des relais avec d'autres professionnels de santé à l'extérieur. Ok, super. Donc, il y a aussi un autre professionnel de santé qui intervient, qui travaille particulièrement avec la puéricultrice, c'est l'auxiliaire de puériculture. Exactement. Donc, on va visionner le témoignage et la vision d'une auxiliaire de puériculture qui se prénomme Priscilla. Donc, je vous invite à écouter ce qu'elle a à nous dire sur ses missions. Bonjour à tous. Je me présente, Priscilla, auxiliaire de puériculture en salle de naissance, 2 enfants. Donc, nous parlons en ce matin d'instinct maternel, baby blues, de dépression, postpartum. Donc, ma mission, justement, au niveau de ces patientes, justement, est de les accompagner, de les encadrer, d'être un soutien pour elles à ce moment précis de leur vie. Donc, d'être assez empathique à l'écoute de ces femmes qui ont surtout besoin d'être à l'écoute, qu'on soit à l'écoute en fait, qu'on soit à leur écoute tout simplement. En tant que professionnel, il faut savoir les écouter, bien sûr, avec toute l'empathie du monde et comprendre surtout ce qu'elles ont envie de nous dire afin qu'on ait un échange fructueux, je dirais. Qu'est-ce que l'instinct maternel? C'est beaucoup dire. Il faut amener justement cette femme, je dirais, en salle de travail, comme je le fais par exemple, d'amener cette femme à prendre déjà ce premier contact avec ce bébé. Quand elle a accouché, c'est mon bébé justement qui était dans mon ventre. Et maintenant, nous faisions 1, maintenant nous faisons 2. D'accord? En faisant le pot à pot, justement, cet enfant, hop, il écoute mon cœur, il écoute en fait tout ce qu'il entendait déjà dans le ventre. Ça le rassure, ça l'apaise et ça reste le premier contact avec moi. Maman, je le rassure et tout ira bien en fait, tout simplement. Mais ce n'est pas évident pour chacune. Personnellement, si je dois mettre ma vision de maman, la première fois, c'est vrai que, bon, même si nous sommes auxiliaires de puériculture, on a toujours une petite appréhension quand même. Est-ce qu'on se pose des questions? Donc, d'où le fait de se mettre à la place de cette patiente en disant que
effectivement, si c'était moi, j'aurais aimé qu'on me dise telle chose, j'aurais aimé qu'on me dise telle chose. Donc, chaque patiente est différente et chaque cas, je dirais, est à prendre avec une délicatesse particulière. Étant auxiliaire de puériculture, je n'avais pas cet a priori vraiment en ce qui concerne le bain, par exemple, où il y a beaucoup d'a priori pour le bain. Est-ce qu'on va bien le faire? Est-ce que je ne vais pas noyer mon bébé? Enfin, il y a des personnes qui se posent beaucoup de questions. Est-ce que je le tiens bien? Donc, nous n'avons pas, je n'ai pas en tout cas eu cet a priori, mais quand on a d'autres personnes en face de nous, il faut pouvoir se mettre en fait à leur niveau et pouvoir répondre justement aux questions et aux attentes de ses parents. Maintenant, le baby blues, le baby blues, je pense que nous sommes toutes concernées hein, à ce niveau. Pourquoi? Parce que nous avons la chute d'hormones, nous avons un manque de sommeil, bien évidemment. D'accord, nous avons un tout, d'accord, qui fait que la pression se relâche, les hormones chutent, donc nous sommes dans un bouleversement, en fait, un changement qu'il faut que chacun, en fait, puisse prendre en compte. D'où l'intérêt d'être accompagné physiquement et mentalement. D'accord, les auxiliaires ne sont pas habilités, mais nous pouvons les rediriger vers justement, en concertation avec la sage-femme, bien sûr, vers un psychologue. Vers un psychologue. Et là, nous tendons même à dire que dès l'annonce de la grossesse, il serait nécessaire pour chaque patiente, mais je dis bien chaque patiente, de voir une fois, de faire une visite au moins chez un psychologue. Et ce psychologue, justement, jugera du fait, du laps de temps où l'on doit se revoir, tout simplement, et le revoir éventuellement en fin de grossesse. Maintenant, c'est légal. Donc, pourquoi pas proposer à ces femmes de voir un psychologue afin de pouvoir discuter, afin de pouvoir justement décharger tout ce qu'elles auraient à dire, tout ce qu'elles ne peuvent pas dire à tous. Et je pense que ce serait intéressant. Quoi vous dire d'autre? Un conseil que je peux donner aux femmes, c'est de ne pas rester seules. Voilà, moi, ce que je leur dis, dès qu'elles sortent de la clinique, dès qu'elles sortent du bloc obstétrical, de la nurserie, vous n'êtes pas seules. On est là, on est ouvert. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous avez des questions, vous pouvez appeler. Il y a toujours quelqu'un qui va vous répondre au bout du fil. N'hésitez surtout pas. Bon Dieu, mais d'accord, bon Dieu qui est toujours là et puis et qui est toujours tchébé, qui est si porté. Parce que il dit, c'est lui qui dit, il dit qu'il est là juste la fin, juste dans la fin arrivée. D'accord? Eh bien, je vous souhaite un bon moment et je suis à votre écoute. Alors, effectivement, on a entendu ce témoignage de Priscilla, qui est auxiliaire de puériculture en salle de naissance. Elle nous parle du pot à pot. Qu'est-ce que tu en penses réellement en tant que puère? Ben, franchement, pour moi, elle a tout bien dit dans le sens où, pour moi, le pot à pot, c'est vraiment le premier soin qu'on peut apporter à la maman et au bébé. C'est vraiment quelque chose qu'on dit souvent, maman, que c'est magique, dans le sens où le fait que son bébé naisse, ben, maintenant on peut le visualiser et qu'on le met directement sur nous. Mais du coup, c'est à ce moment-là qu'on réalise, il y a tellement de facteurs psychiques qui se mettent en place, etc. Et donc, du coup, ça aide bébé que pour la respiration, que pour la température, que pour l'allaitement, pour les liens d'attachement, le cerveau. En fait, c'est vraiment, comme on dit, c'est magique. Voilà, c'est ce qu'il faudrait privilégier. Avant, ça ne se faisait pas. Mais heureusement, les choses évoluent, on comprend des choses et maintenant, c'est
beaucoup plus fait en salle de naissance. Donc ça ne sera pas fait effectivement si l'enfant a un problème respiratoire ou si la maman a un souci qui l'empêche, mais en tout cas, en général, on le préconise et même les parents maintenant ils demandent, ils le disent, moi quand j'accouche, je veux tout de suite le mettre en peau à peau. Et il y a aussi ce qui aide aussi par rapport à l'allaitement parce que l'enfant quand il est là, il sent déjà l'odeur et comme il tète dans les 2 premières heures de vie, mais du coup après l'allaitement se passe beaucoup mieux. Ah ben super. Lors d'une précédente émission, nous avions accueilli un papa et qui nous disait que lui, il a fait ce pot à pot et la relation qu'il a eue avec sa petite fille, les regards et tout, il disait même qu'il avait l'impression que l'enfant le regardait, il se passait quelque chose, il y a une connexion entre eux. Donc même avec les papas, c'est important. Eh ben, franchement, pour revenir à ce que tu dis, expérience personnelle, ben, moi j'ai fait une hémorragie de la délivrance, donc du coup quand ma fille était sur moi, on a dû me la reprendre. Mais du coup c'est papa qui a pris le relais. Et il s'est mis buste nu, il a posé sur elle. Et franchement, quand il se regardait, lui, il était tétanisé parce qu'on avait un accord qu'il ne devait pas prendre ma fille parce qu'il a peur des petits bébés. Donc il m'a dit, tu vas t'en occuper pendant 2 semaines, le temps qu'elle grossisse, après 6 mois. Et là, tout de suite, le fait qu'il ait eu sur elle, mais du coup, il se regardait comme ça, il ne bougeait pas, il la tenait. Et franchement, leur relation... Voilà. C'est ça, c'est franchement quelque chose de très très bien. Hein? Ouais. Alors même quand il y a des pathologies, elle disait des fois on retire du moins on est obligé de récupérer le bébé ou si bébé va mal, mais on essaye le plus que possible, même si c'est un temps court, de montrer toujours bébé à la maman qui est au moins un petit bisou, même si bébé va mal et bleu, on essaye toujours qu'il y ait ce petit, même si c'est très court, ce petit moment parce qu'on sait que c'est important. Et puis après, si c'est possible, ça se fait avec l'accompagnant, le papa, quand maman ne peut pas. Voilà. Oui. Alors là, c'est les moments vraiment super. Tout le monde est content, tout va bien. Mais après tout ça. Alors, j'ai oublié de dire, même si vous ne l'avez pas fait dans les heures qui suivent l'accouchement, c'est pas perdu, c'est pas c'est foutu avec bébé. Non, il y a moyen de le faire ultérieurement. Donc, je pense que vous le faites en néonat ou dans les services d'hospitalisation. Exactement. Une fois que le bébé est apte, que la maman est apte, du coup, tout de suite, on organise tout. On met maman buste nu, bébé buste nu, mais le pot à pot, c'est vraiment pot à pot. C'est pas vêtement, c'est vraiment pot à pot. Positionné là, on installe, on met les mamans à l'aise, coussin d'allaitement dans le lit bien installé pour vraiment passer 2 heures, 3 heures vraiment collés. Et franchement, on voit vraiment des bénéfices. Moi qui travaille en réanimation néonatale, des enfants intubés qu'on met dans les bras, on voit vraiment les bénéfices au niveau du scope, l'enfant qui fait moins de bradis, etc. Quand l'enfant est stable et qu'il peut, franchement, c'est le contact. Je ne saurais pas expliquer, mais voilà, c'est ça. Ok, c'est très bien. Donc, merci. Merci de cet échange. Merci à Priscilla. Merci à Georgina. Merci à Georgia. Super moment. Donc, on vous dit à bientôt pour une nouvelle émission. N'hésitez pas à nous laisser vos témoignages, vos impressions sur l'adresse mail foslamou972@gmail.com. Merci, à bientôt.